Sauf s'il y a des questions, je vous propose qu'on conclue cette magnifique journée en appelant le professeur Michel Clanet pour nous faire témoignage de cette journée et, comme serait inscrit, voilà, nous aider à prendre de la distance sur tous ces sujets. Merci bien. Alors, merci Jean-Jacques de cette invitation à laquelle j'ai été très sensible. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette journée. Et donc, je vais essayer de ponctuer ma petite conclusion en 3 points. Le premier point, je vais un petit peu faire comme Jean-Michel Bruel tout à l'heure, je vais dire l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, qu'ESACO. Et je parlerai pendant quelques instants de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie, de manière à ce que vous connaissiez cette structure d'une part, et peut-être que vous ayez la possibilité d'avoir accès à elle. Puis la seconde, et là je vais paraphraser un petit peu Jean-Jacques, il a dit on fait du partenariat et finalement on fait de la qualité. Alors, on a fait du partenariat, on a fait de la qualité, mais ça, c'est des discussions que nous avons entre nous. Faisons-nous aussi de l'éthique? Et donc, je parlerai un petit peu d'éthique. Et puis, j'avais eu l'intention de vous présenter quelques diapositives sur l'intégration des patients partenaires dans les comités d'éthique, mais plutôt que cela, j'essaierai de vous donner quelques réflexions sur, finalement, la journée en essayant de croiser ce qui a été dit avec quelques principes de l'éthique en santé. Alors, ma première diapositive. Hop. Alors, les espaces de réflexion éthique, c'est quoi? Alors, ils ont été créés, le concept est né en 2004, ils ont été créés en 2012, et ce sont des structures institutionnelles qui dépendent du ministère de la Santé, en particulier qui sont financées par la Direction générale de l'offre de soins, subventions qui passent par l'ARS. Nous sommes théoriquement indépendants, mais rattachés à l'administration hospitalière, et donc nous sommes rattachés à des CHU. Alors, en Occitanie, le site principal, il est à Toulouse, et le site d'appui est à Montpellier. Et donc, il y a des espaces de réflexion éthique dans toutes les régions, et ils sont en train d'être développés actuellement dans les espaces ultramarins. Donc, il y en a dans l'Hexagone et dans l'ultramarin. Alors, quelles sont nos missions? Alors, on n'est pas très nombreux, mais par contre, des missions, on en a. Alors, j'ai l'habitude de les répartir en 2 grands types de missions. On a des missions qui sont ouvertes, elles sont écrites là, mais je vais les synthétiser. Elles sont ouvertes d'une part sur le monde du soin et de l'accompagnement, c'est-à-dire les professionnels que nous sommes tous ou que nous avons été. Et donc, dans ce contexte-là, nous avons pour mission de former et d'acculturer les professionnels à la réflexion, à l'éthique en santé, sur tous les aspects qui concernent la santé et la bioéthique. Donc ça, c'est le premier point, qui prend de plus en plus de temps depuis que la certification des établissements ou l'évaluation des établissements médico-sociaux demande qu'effectivement la case éthique soit remplie. Alors j'y reviendrai tout à l'heure en quelques mots. Ça, c'est nos premières missions. Et par là même, nous faisons des formations, nous participons à des colloques, nous organisons chaque année une réunion de l'ensemble des structures d'éthique régionale. Et donc, par là même, nous essayons de petit à petit sensibiliser à l'ensemble des professionnels à ce sujet de la réflexion éthique en santé. Et puis la deuxième chose, c'est que bioéthique, c'est évolution de l'éthique dans les sciences de la vie, et par conséquent, nous sommes finalement la prolongation du Comité consultatif national d'éthique dans les régions et dans les territoires, comme on dit. Et donc, à ce titre, nous avons un rôle qui
déborde nos collectifs et qui va vers la cité et vers le citoyen. Et par là même, nous sommes donc amenés à essayer d'acculturer l'ensemble des citoyens aux grands sujets soulevés par l'évolution des techniques de la santé, d'une part, et plus généralement de tout ce qui concerne les sciences de la vie. Et ça, nous le faisons au travers essentiellement l'organisation d'états généraux de la santé, qui, tous les 5 ans, dans la dernière loi de bioéthique, nous amène effectivement à organiser des ateliers ou des rencontres citoyennes et à recueillir sur les grands sujets qui sont retenus dans ces états généraux, finalement, la vision des citoyens sur tel ou tel sujet. Alors, j'en parle aujourd'hui parce que au printemps 2026, les états généraux de la santé vont être organisés, de nouveaux états généraux de la santé vont être organisés. Nous ne savons pas si après il y aura encore une révision des lois de la bioéthique, mais nous allons organiser des rencontres citoyennes et peut-être ferons-nous appel à certains d'entre vous pour nous aider à organiser des rencontres citoyennes dans l'ensemble des départements. Nous l'avons fait pour la fin de vie, au moment où la Convention citoyenne s'est mise en place pour la réflexion autour de l'évolution éventuelle des lois de fin de vie, de la loi Claes-Leonetti. Et donc, nous l'avons fait, et dans tous les départements de la région, et nous allons organiser ces rencontres citoyennes, alors autour d'un certain nombre de thèmes qui sont importants, comme celui de l'intelligence artificielle en santé, comme celui de l'évolution éventuelle de la PMA, comme celui de santé-environnement, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails là maintenant, mais je crois que c'est un sujet extrêmement important. Donc vous voyez, nous nous ouvrons aussi sur la cité. Alors, il y a donc un site principal d'appui, un site principal à Toulouse, un site d'appui à Montpellier. Et je vous incite à aller visiter notre site web, parce que sur ce site web, vous trouverez toutes les informations et tout ce que nous pouvons organiser comme événement, de manière à pouvoir éventuellement soit y participer, soit éventuellement aller revoir, puisque comme vous le faites aujourd'hui, nous captons en visio dans la mesure du possible, à partir du moment où toutes les personnes qui participent à ces événements l'acceptent. Donc nous les captons et elles sont ensuite retransmises sur le site en vidéo. Alors nous organisons, et on a un certain nombre de groupes de travail qui travaillent effectivement à la mise en place et à la création de petits guides destinés aux professionnels. Vous en avez sur la démarche de réflexion éthique. Et les 2 derniers guides, alors vous avez tous ces guides qui sont disponibles sur le site, et puis on peut vous en envoyer éventuellement, si vous le souhaitez. Et les 2 derniers guides sont, pour le domicile essentiellement, sont représentés par le titre, c'est la collégialité au domicile, et l'autre, c'est le dernier qui est sorti, c'est sur la vulnérabilité, la prise en charge de la vulnérabilité au domicile. Donc les réunions que nous organisons, je passe là-dessus, et donc les collaborations que nous avons en particulier avec le Comité consultatif national d'éthique sur l'ensemble de nos activités, avec en particulier une structure qui s'appelle la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique, qui travaille en collaboration avec le Comité consultatif national d'éthique. Voilà. Alors, on a fait de l'éthique, mais l'éthique, finalement, de quoi parlons-nous? Alors, nous sommes des soignants, nous ne sommes pas des philosophes, mais je pense quand même que de temps en temps, quand on fait de l'éthique, il faut peut-être qu'on réfléchisse un petit peu à ce que l'on fait, et donc de façon un peu plus conceptuelle. Et par conséquent, je vais faire appel à 2 philosophes. Le premier, qui est Frédéric Worms, qui parle de la relation de soins, et le second, qui est Jean-Philippe Pierron, qui parle de la phénoménologie de l'attention dans la relation de soins. Alors attention, j'emploie des grands mots, mais ce n'est pas très compliqué.
Alors je pense qu'il y a un point essentiel qui est celui de la définition de la relation de soins par Frédéric Worms. Toute pratique, dit-il, tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales, et cela par égard pour cet être même. Et je pense que ce qui est essentiel, c'est de comprendre que dans l'action, dans la relation de soins, il y a toujours deux éléments qui sont inséparables. Le premier, c'est qu'on soigne quelque chose, et c'est l'aspect pratique et technique de notre relation de soins, qui est chez la personne, chez l'autre, soit une souffrance qui a été isolée, la maladie, par exemple, et c'est cela que l'on va pouvoir traiter. Et puis, il y a l'autre élément tout aussi fondamental, qui est celui que soigner, c'est soigner quelqu'un. C'est-à-dire que, dans ce contexte, le soin comporte dans son concept même la dimension relationnelle et intentionnelle, qui est un élément également tout à fait fondamental dans cette relation de soin. Donc, soigner, dit-il, il ne suffit pas de le pouvoir, il faut également le vouloir, quelle que soit la motivation de cette intention. Et le soin s'exerce donc par égard pour autrui. Alors, je pense que ça se conceptualise bien dans une approche phénoménologique de l'attention, la relation de soin. Dans trois termes. Faire attention, d'une part, être attentif et être attentionné. Alors, faire attention, c'est quoi? Faire attention, alors c'est pas, je ne veux pas parler de vocation, on ne parle pas de vocation, mais faire attention, vous savez, quand il m'est arrivé de sortir du ministère de la Santé à Paris au mois de décembre, avec -3 ou -4, et puis de trouver en face du ministère de la Santé une petite tente avec des personnes en grande précarité, des enfants et des bébés. Et donc, vous ne pouvez pas, quand vous passez, à un moment donné, ne pas vous retourner, vous dire, mais quoi, vous obligatoirement, votre attention est attirée par ça. Faire attention, c'est-à-dire ce sentiment qui, à un moment donné, vous amène à prendre conscience de la vulnérabilité de l'autre. Ensuite être attentif, c'est quoi? Être attentif, c'est être compétent, quoi. C'est exercer son métier de soignant avec toute la compétence technique requise. Et je pense que c'est le deuxième élément de la relation de soins, le premier élément de la relation de soins dont parlait Frédéric Worms. Et puis ensuite, c'est être attentionné, c'est-à-dire, à un moment donné, porter attention au regard du regard à l'autre, la disponibilité de prendre conscience de la vulnérabilité de l'autre. Et comme le disait Paul Ricoeur, quand on prend conscience de la vulnérabilité de l'autre, ça appelle quoi? Ça appelle la sollicitude. Et donc, ce que disait Didier Sicard, et qui est à l'origine du dilemme éthique, c'est à un moment donné qu'on a le sentiment d'assister à un glissement entre notre conscience professionnelle, qui nous demande de faire quelque chose, comme s'il s'agissait d'une sorte et notre conscience morale, comme s'il s'agissait d'une sorte de recouvrement de la conscience morale par une conscience professionnelle prisonnière d'une connaissance technique. Et c'est à ce moment-là que naît, chez la personne et chez le soignant, le sentiment du dilemme éthique. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous ne faisons pas de l'éthique comme les philosophes. Nous faisons de l'éthique en situation. C'est une éthique qui est appliquée à la santé, dans le secteur sanitaire et médico-social. C'est l'éthique du soin et l'éthique de l'accompagnement. Alors, c'est quoi l'éthique dans situation? Il y a d'abord un premier élément, c'est l'éthique comme le cadre normatif qui règle nos conduites. Nous avons un système de normes
un système qui, dans une communauté humaine, porte sur ce contexte. C'est les règles déontologiques, c'est la loi, qui nous permettent effectivement de mettre en place des règles de manière de prodiguer le soin ou l'accompagnement. Mais dans ce contexte-là, ce n'est pas très différent de la morale, ce n'est pas très différent du droit, ce n'est pas très différent de la déontologie. Donc si ce n'était que ça, je ne vois pas pourquoi on différencierait la morale et l'éthique. En fait, l'éthique, c'est aussi, et c'est ça un deuxième élément, c'est un questionnement. C'est-à-dire, c'est la question du sens et de la valeur de mon action, de ce que je fais. Est-ce qu'elle est légitime et est-ce que finalement je me pose la question de savoir que faut-il faire pour bien faire. Et quand je me pose cette question, effectivement, c'est un questionnement éthique que j'ai par rapport à mon action. Et puis, là, je suis très sensible à ce que dit Fabrice Exil dans ce contexte-là de réflexion sur l'éthique en santé. Mais l'éthique, c'est aussi un engagement. Quand vous faites vos actions, vous ne vous posez pas toute la journée la question de savoir si, effectivement, vous faites bien ce que vous faites. Vous le faites. Et vous le faites parce que vous avez intégré un certain nombre à la fois de règles qui sont des règles de fonctionnement et des règles morales. Et donc, c'est un engagement. Et finalement, l'éthique en santé, c'est le croisement de ce questionnement et de cet engagement. Et quand vous prenez conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui cloche, c'est le moment où, finalement, il y a quelque chose qui ne va pas entre votre conscience professionnelle et votre conscience morale. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le dilemme éthique, le conflit éthique. Alors, finalement, l'éthique, il y a deux piliers. Votre engagement éthique, il est sous forme de deux piliers. Il y a le pilier descendant, qui est le pilier du droit, du code, des déclarations qui imposent, et donc qui nécessite cette application sociale. Et puis il y a le pilier ascendant, c'est le pilier au moment où l'ensemble de ces règles se confrontent à la réalité de la singularité de la situation et de la vie, et dans laquelle vous vous interrogez sur les valeurs, sur les principes, et donc l'éthique, ça questionne. Et c'est effectivement au niveau de la singularité de la situation vécue que cela se pose. Alors, la démarche de réflexion éthique, ce que l'on fait dans toutes les structures de réflexion éthique, à partir du moment où une situation qui a été vécue et qui a créé une souffrance éthique, soit d'un soignant, soit d'une équipe soignante, et vous en avez certainement, que ce soit dans le sanitaire ou le médico-social, et on en voit beaucoup. Vous avez donc une situation qui est une situation complexe, qui soulève un dilemme éthique. Et à partir de ce moment-là, comment l'approche-t-on ? Bien, je pense que l'un des points majeurs de la réflexion éthique, c'est le dialogue collégial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table et il faut échanger les regards sur cette situation. Alors bien sûr, on rappelle cette situation et ensuite on va essayer à plusieurs et dans la mesure du possible à la fois avec des experts mais avec tous les professionnels qui sont là, en respectant la parole de chacun. On n'est pas dans une réunion de concertation pluridisciplinaire, on n'est pas dans un retour d'expérience en qualité, on n'est pas dans une médiation de conflit, on est dans une réflexion éthique, c'est-à-dire qu'on va écouter tout le monde, qu'il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas le médecin qui a raison, c'est pas le cadre qui a raison, c'est pas le directeur de l'établissement qui a raison. On parle tous avec la même voix et on va recueillir la parole de chacun.
Et là, à partir de l'ensemble de cette situation, dans laquelle on aura rappelé ce que la loi nous impose, on aura, bien sûr, on sera allé chercher la voix du patient et ce que souhaite le patient, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, en fonction des principes, les 4 grands principes de la réflexion éthique, qui sont le respect de l'autonomie, le respect de la bienfaisance, le respect de la non-malfaisance, et le respect de la justice et l'équité, le respect des valeurs, en particulier la dignité des personnes, le respect de la vie des personnes. Eh bien, on va réfléchir au regard qu'on peut apporter à cette situation compliquée. Ces regards sont multiples, ils ne sont pas univoques, qui permettront ensuite au responsable qui prendra la décision par rapport à cette situation compliquée, après avoir été éclairé, de pouvoir prendre cette décision. Ce n'est pas la réunion collégiale qui prend la décision, c'est la personne qui a été éclairée par cette réflexion. Donc j'insiste sur cette approche-là, qui est l'approche de la réflexion éthique. Voilà. Donc c'est comme ça, j'arrêterai mes diapositives là-dessus, parce que je pense qu'il est important de ne pas vous faire partir trop tard. Mais simplement, je vous dirais que nous sommes amenés de plus en plus, et c'est pour ça que j'en reparle un petit peu, à nous déplacer dans l'ensemble de la région pour vous aider ou accompagner des établissements qui mettent en place des structures de réflexion éthique. Alors certaines le font parce qu'elles veulent cocher la case pour la certification ou l'évaluation. Bon, écoutez, on peut comprendre. D'autres le font parce qu'elles considèrent, soit parce qu'elles ont déjà une culture sur le sujet, soit parce qu'elles considèrent que c'est finalement le moment pour le faire et que ça peut effectivement apporter un élément complémentaire et supplémentaire à l'intérieur de l'établissement que de pouvoir avoir la possibilité de se référer à une structure éthique, alors soit dans l'établissement, et soit, comme nous le voyons de plus en plus, dans des fédérations d'établissements qui se regroupent pour essayer de créer des structures de réflexion éthique, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes à un moment donné sur le fonctionnement, sur la gouvernance, etc. Donc, simplement, je vous dis, nous avons dans les 2 dernières années, nous sommes allés dans au moins 80 établissements différents de la région, plus ou moins importants, que ce soit des établissements sanitaires ou des établissements médico-sociaux, pour les aider, pour les accompagner, soit à mettre en place, soit éventuellement à réfléchir sur la démarche de réflexion éthique, soit éventuellement pour réfléchir sur des sujets tels que la liberté d'aller et venir, tels que le consentement, le refus de soins, etc., etc. Il y a beaucoup de situations qui, manifestement, dans les établissements sanitaires comme médico-sociaux, posent des problèmes éthiques. À partir du moment où il y en a la conscience et où la gouvernance accepte l'idée qu'il faut mettre en place une structure de réflexion éthique, eh bien, je pense que c'est important de pouvoir foncer là-dedans. Voilà, donc je vous rappelle encore que nous sommes disponibles dans la mesure de nos possibilités. Alors, le troisième point, là, c'est maintenant un petit peu qu'est-ce que moi j'ai retenu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et en particulier, est-ce qu'en faisant du partenariat et de la qualité, on a fait de l'éthique? Bon, il me semble que oui. Il me semble que oui. Alors, j'ai retenu quelques mots, et puis je vais essayer de les accoler à quelques principes. Alors d'abord, vous avez réfléchi en micro, en méso et en macro. Je vais faire pareil. Bon. Donc, vous avez réfléchi en micro. Et donc, en micro, la première chose que j'ai entendue, c'est partenariat et horizontalité. Alors, ce matin, nous avons eu un pseudo-Canadien, Laurent Travers, qui nous a parlé de l'éthique au Canada. Mais moi, j'ai des collègues qui font de l'éthique au Canada, que je connais bien, et l'une des premières formations qu'ils font avec les étudiants en médecine, c'est la formation sur le sujet « le pouvoir du sarro ».
Le sarro, c'est la blouse. D'accord ? Et donc le pouvoir du sarro, c'est finalement la discussion du pouvoir médical. Et donc quand vous parlez d'horizontalité, eh bien vous parlez de la relation de soins, de la relation inégale qu'il y a entre le soignant et le soigné. Cette relation, elle est inégale. J'ai entendu quelqu'un qui parlait tout à l'heure, quelqu'un a dit la verticalité. Et donc, vous avez dit, le partenariat, c'est d'essayer de retrouver une certaine horizontalité entre le soignant et le soigné. Alors, je pense qu'il y a un élément qui est tout à fait important dans ce contexte, c'est finalement que dans cette relation de soins que l'on a considérée, qui est très inégalitaire, et les philosophes ont beaucoup travaillé sur cette situation-là, mais il y a quand même quand on réfléchit à la vulnérabilité, il y a la rencontre de deux vulnérabilités. Il y a la vulnérabilité de la personne soignée, incontestablement, puisqu'elle est là parce qu'elle a besoin, elle demande un soin. Donc automatiquement, quand on est dans cette situation et qu'on va rentrer et se confier complètement à quelqu'un d'autre, on est dans une situation de vulnérabilité. Et donc il y a une vulnérabilité plus ou moins grande, bien entendu, suivant la situation à laquelle la personne est confrontée. Mais de l'autre côté, il y a aussi, et je pense qu'on ne le dit pas assez, je pense qu'il faut le dire, c'est la vulnérabilité du soignant. Elle y est également. Et finalement, le partenariat en santé, c'est une reconnaissance réciproque des deux vulnérabilités. Avec, bien entendu, pour non seulement la reconnaissance des deux vulnérabilités dans la relation humaine, mais également la reconnaissance qui existait préalablement du soigné vers le soignant en disant « tu es compétent et tu as des connaissances », mais la reconnaissance finalement du soignant vers le soigné, du fait que le soigné a des savoirs, comme vous l'avez dit, des multiples savoirs qui ont été rappelés ce matin, c'est une tendance et un essai de rééquilibrer effectivement cette relation de soins vers l'horizontalité. Je crois que c'est un élément éthiquement important. Ensuite, le deuxième mot que j'ai entendu, c'est le pouvoir d'agir. Alors, le pouvoir d'agir, effectivement, le partenariat, c'est pouvoir, effectivement, redonner ce pouvoir d'agir, l'empowerment des anglo-saxons, mais ça colle complètement avec le premier principe, qui est le principe fondamental actuellement de l'éthique en santé, qui est l'autonomie de la personne. L'autonomie de la personne qui est de plus en plus en avant, la liberté de choix de la personne. Et par exemple, nous avons vu ce matin combien la haute autorité de santé mettait de plus en plus la pédale sur les nombreux guides et les moyens d'aller finalement recueillir la parole de la personne vulnérable, que ce soit dans les établissements sanitaires ou dans les établissements médico-sociaux, d'écouter la parole de l'autre, d'écouter la parole des personnes. Et donc je pense que pour, entre autres choses, redonner le pouvoir d'agir. L'un des sujets, des principes importants de l'éthique, c'est la bienfaisance et la non-malfaisance. Alors, j'ai entendu Béatrice Le Floch tout à l'heure, et puis Julia Ball, qui finalement ont abordé ce thème. Est-ce qu'on peut être malfaisant tout en pensant être bienfaisant? Alors, l'une d'entre elles a dit « Moi, j'ai passé toute ma vie professionnelle à mettre le patient au centre du débat. Et puis, quand j'ai eu la première journée partenariat en santé, je me suis rendu compte que j'avais tout faux.
Et donc, de manière sous-jacente, on peut peut-être se dire aussi qu'en pensant être bienfaisant, on était malfaisant. Et puis, Julie Abal a parlé de sa consultation et du fait que le moment où la partenaire en santé n'était pas là, eh bien, elle avait simplement, il y a des choses qui ne marchaient pas, et tout en pensant être bienfaisant, on oubliait un certain nombre de choses très simples qui faisaient qu'on pouvait être finalement, dans une certaine mesure, malfaisant. Donc je crois effectivement, là encore, que le partenariat en santé est un moment important dans cette relation qui va probablement permettre peut-être aux soignants de se rendre compte que finalement, il n'a pas tous les savoirs et qu'il faut écouter les savoirs de l'autre. Je passerai ensuite au méso. Alors au méso, on a entendu beaucoup la place du patient partenaire au sein de l'institution en particulier. Et alors vous me permettrez de mettre un petit peu de poil à gratter, de soulever une question fondamentale. J'ai entendu à plusieurs reprises Célia Cardozo que nous avions eue et son parcours, et puis sa formidable connaissance de partenaires en santé, où elle nous a dit tout ce qu'elle faisait. Des compétences fondamentales acquises au prix de plusieurs années. Et donc je me suis posé la question de savoir si finalement, est-ce qu'il y avait une équité absolue. Je voulais demander à Patrick si éventuellement il y avait eu des études sociologiques pour savoir quel était le profil des partenaires en santé aujourd'hui, et si finalement il n'y avait pas un certain biais dans le recrutement des partenaires en santé, et s'il y avait finalement une équité d'accès pour devenir partenaire en santé. Donc c'est une question que je soulève, sur laquelle il faudra peut-être réfléchir, parce que peut-être tous ceux qui veulent être partenaires en santé se disent qu'ils ne sont pas légitimes pour des raisons qui sont celles que vous avez abordées, que je soulève là. Je vais ensuite passer, et je terminerai là-dessus, sur l'approche macro. L'approche macro, elle soulève le problème plus fondamental de la démocratie en santé et de la réflexion éthique en démocratie en santé. Ça fait des années qu'on travaille sur la démocratie, sur la réflexion éthique à l'échelle individuelle. Mais beaucoup de recherches restent à faire sur l'éthique en santé publique. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur ces sujets, mais je crois que la démocratie en santé, que nous avions abordée d'ailleurs il y a 3 ans à l'occasion de la réunion annuelle des espaces de réflexion éthique, est un sujet qui est un sujet majeur. Je voudrais simplement, en ce qui concerne le partenariat en santé et la démocratie en santé, revenir sur 3 points. Le premier, c'est celui de la nécessité qu'a soulevé Jean-Michel Bruel du plaidoyer pour le partenariat. Parce que comme le disait Jean-Michel, je pense que le partenariat en santé, nous tournons en rond, parce que nous sommes convaincus, parce que nous sommes là, ici présents, et que nous pensons que c'est quelque chose d'important. Mais comme le disait Jean-Michel, partenariat en santé, qu'est-ce que ça ? Beaucoup de personnes se posent la question, et donc la nécessité de la réflexion, d'une communication sur ce sujet et d'un plaidoyer sur le partenariat. Le deuxième aspect qui me touche beaucoup, c'est celui des inégalités sociales en santé. Aller vers les invisibles. Et il me semble que là aussi, ce plaidoyer pour le partenariat et pour aller vers ces populations invisibles qui n'y sont pas dans le partenariat en santé, les précaires, les personnes que l'on ne va pas voir. Je crois que c'est un point important qui touche le problème de la justice et du principe de la justice et de l'équité. Et puis je terminerai en reprenant le titre de votre réunion, « Osons le partenariat en santé ».
Mais nous avons parlé de quoi aujourd'hui essentiellement? Nous avons parlé des patients partenaires et du partenariat dans le soin. Je m'excuse, mais qu'est-ce que c'est la santé? La santé, je pense que la santé, elle commence, m'occuper de ma santé, ça commence quand je suis enfant, et puis ça continue. Hein. Et donc, je pense que dans le partenariat en santé, il y a le sujet de se maintenir en bonne santé, et donc celui de la prévention. Or, heureusement, je l'ai entendu un petit peu, il y a une personne qui a parlé de la prévention tout à l'heure, mais ça déborde le problème du partenariat dans le soin. Et donc ça ouvre sur quelle est la place en démocratie en santé de toutes les personnes en tant que citoyens dans la prévention de la santé. Et vous l'avez soulevé à un moment donné, et je crois que c'est absolument essentiel dans une période où, et vous le voyez tous les jours, santé et environnement, déterminants de santé, qui sont des éléments majeurs des inégalités en santé, doivent être pris en compte. Et vous avez peut-être suivi, vous suivez peut-être un certain nombre de choses concernant la loi du plomb et tout le reste. Je rappelle simplement ici que la maladie de Parkinson est considérée comme une maladie professionnelle chez les viticulteurs et chez les agriculteurs. D'autres aspects font que, en tant que citoyens et en démocratie sanitaire, je pense que les citoyens doivent être impliqués fondamentalement dans la prévention de la santé. Et je pense qu'ils doivent participer à cela. Et l'un des sujets que nous avons choisi pour les États généraux, effectivement, c'est santé et environnement. Nous avons déjà organisé un colloque l'année dernière sur ce sujet. Nous allons continuer dans cette voie. Et donc, je vais terminer en disant, vous êtes tous des citoyens, pas uniquement des soignants. Donc, partenariat en santé et démocratie sanitaire, même combat. Merci. C'est impossible de parler après Michel Clanet. Je suis très jaloux d'un talent rarissime dans ses multiples talents, y compris de belles personnes sur le plan humain, de savoir captiver un auditoire sans que personne ne parte avant 17h après une journée dense. Donc je dis ça avec beaucoup d'humour, de respect, d'admiration pour toi. Merci pour ces propos qui nous prolongent aussi cette journée de manière tout à fait passionnante sur le plan humain. Avant de vous libérer peut-être et de retourner, pour un certain nombre d'entre vous qui êtes venus de loin, vous remercier tous et toutes de votre présence, de votre engagement au cours de la journée. Peut-être appeler les présidents André, Patrick, Virginie auprès de moi symboliquement, les présidents des 3 associations qui ont organisé cette journée. Je les précise, sans structure support, donc on a tout fait de A à Z avec les petites imperfections et on s'en excuse auprès de vous. Et remercier bien sûr les équipes de la ville de Gruissan qui sont vraiment extraordinaires, vraiment pour nous faciliter la vie, hyper disponibles, y compris pour faire des montages, pour permettre à Romain de rejoindre l'estrade en dernière minute avec intelligence. Merci à eux. Remercier toutes les équipes, évidemment, de la SRA Occitanie. Je ne voudrais pas toutes et tous les citer parce que je vais en oublier sûrement une avec l'émotion de la fin de la journée. Remercier les équipes, évidemment, de Savoir Patient, évidemment de France Asso Santé, d'inviter peut-être l'ensemble des équipes à nous rejoindre sur l'estrade, pour celles et ceux qui le souhaitent. J'ai vu Kamel aussi, qui n'est pas loin de Savoir Patient. Venez peut-être nous rejoindre et proposer d'applaudir ces équipes qui ont été vraiment extraordinaires pour cette journée, je peux le dire, et tout au long de l'année, je crois pouvoir le dire aussi. On va peut-être faire une petite photo de famille, comme ça se fait à la fin. Merci à toutes et tous, et puis à très bientôt, on l'espère, pour une prochaine journée régionale.
Get up.